Voiture de légende, en collaboration avec Eberhard, les montres aux 4 compteurs. Et avec Bardal, les produits de haute performance mécanique. Bienvenue dans Voiture de légende, exceptionnellement depuis le salon Rétromobile à Paris, votre émission favorite qui va visiter les allées du parc des expositions de la Porte de Versailles avec plein de voitures qui font rêver, de voitures anciennes, pas seulement des voitures d'ailleurs, nous avons également des avions, des motos, enfin tout ce qui a un moteur, tout ce qui bouge. Ici pour rendre hommage en l'occurrence à Roland Garros, pas moins, mais toutes les marques et tout ce qui fait rêver, tout ce qui passionne les amateurs de voitures anciennes, c'est ici à Rétromobile qu'on peut le trouver. On va donc se balader pendant cette émission tout en nous rendant évidemment sur le terrain où il y a de l'action avec les épreuves hivernales qui sont en pleine haute saison. On commence par le traditionnel neige et glace, un rendez-vous favori des équipages belges. Entamé le soir, les vérifications techniques et administratives du 59e rallye neige et glace se sont poursuivies tout au long de la journée du lendemain à Pontarlier. Ils étaient 85 équipages venus de France, mais également des 4 coins d'Europe pour disputer 3 jours durant ce rendez-vous hors norme, s'érigeant comme une des épreuves hivernales la plus sportive du calendrier européen. Une fois les formalités accomplies, tous les équipages se retrouvaient en soirée pour un prologue nocturne dans la région de Pontarlier afin de déterminer le plus équitablement possible les ordres de départ de la première étape. Un plateau avec tous les spécialistes de la discipline et donc qui devraient pouvoir s'exprimer dans les meilleures conditions hivernales pour ce 59e neige et glace. Habitué du neige et glace, Henri Pescarolo rêve du sacre sportif dans la région de son enfance. Pour l'occasion, Monsieur Le Mans s'est donc adjoint les services de Michel Perrin, l'un des copilotes les plus réputés de l'Hexagone et fraîchement rentré d'Amérique du Sud pour tenter de damer le pion aux nombreux favoris belges qui monopolisent le palmarès de l'épreuve depuis près d'une décennie. Finalement disputé sur 5 km 620, suite à plusieurs sorties de route en reconnaissance dans la descente du Larmont, le prologue de ce 59e neige et glace a livré son verdict en début de soirée. Le matin, c'est donc l'Audi 80 GLS des Belges Jacques Fievet et André Lys qui ouvriront la voie devant la Porsche 911 d'Yves de Flandre et d'Eddie Gully. Auteurs d'un merveilleux départ, ce sont Henri Pescarolo et Michel Perrin qui s'emparent de la 3e place. Voilà qui promet donc quelques belles passes d'armes sur les 3 prochains jours de course. Malgré les chutes de neige des 2 derniers jours, le Redoux qui s'est emparé du Doubs aujourd'hui a sérieusement modifié les conditions de conduite sur cette première étape du 59e rallye neige et glace entre Malbuisson et Soultz-Cernay. Une première boucle déclinée en 7 RT, dont 4 disputées en matinée avant le déjeuner à la ferme du Grosbois. Sur une neige lourde et parfois délicate à maîtriser, plusieurs équipages sont partis à la faute, tandis que les favoris tentaient de limiter au mieux les dégâts du chronomètre. Victorieuse du prologue dimanche soir, l'Audi 80 GLS des Belges Jacques Fievet et André Lys avait donc pour mission périlleuse d'ouvrir les routes enneigées durant toute cette première étape. Pour son tout premier rallye du genre, le Belge Thierry Jérôme, plus spécialisé dans les courses en Afrique que sur la neige et sur glace, ne cesse de se faire remarquer. Pilote hémiplégique à la suite d'un accident de la circulation dans les années 90, a surpris tout le monde en classant sa petite DAF 55 en 6e position au terme de la première étape. Prenant la direction du Jura pour cette nouveau TR, cette 2e étape du rallye neige et glace 2013 a connu son lot d'événements. Flirtant avec la frontière suisse, les équipages ont traversé des décors à couper le souffle. Seul bémol de cette journée, les conditions de route rendues difficiles par un radoucissement inhabituel des températures.
Après le déjeuner à Prémanon et durant toute l'après-midi, le ciel a cependant décidé d'ouvrir à nouveau les vannes. Et le soir, à l'arrivée à Malbuisson, c'est par une avalanche de flocons que les concurrents étaient accueillis au parc fermé. Et si l'on croit les habitants de la région, des conditions plus hivernales durant la nuit devraient nous offrir le mercredi un tapis de neige idéal pour l'explication finale. Bien, malheureusement, il n'y a pas assez de neige par rapport à la matinée d'hier, par exemple. Par contre, la troisième étape était vraiment piégeuse, à souhait. Il y avait de la gadoue, il y avait du verglas, il y avait du sec. Donc je pense qu'on est plusieurs à avoir eu un peu peur. Une bonne voiture, un très bon copilote et un très mauvais pilote, il n'a pas été assez bon. Disons que hier, il y avait des conditions qui nécessitaient d'avoir des pneus très étroits. Quand on regarde les 10 voitures devant moi, il y en a 8 qui ont des pneus étroits, donc c'est pas par hasard. Aujourd'hui, je crois que tous les pneus se valaient. Malheureusement, c'était pas très dur. Aujourd'hui, il n'y avait plus de neige. Donc, on s'est bien amusé quand même. On est là pour ça. Une belle région, des beaux paysages. Malheureusement, la neige arrive un peu tard. Mais enfin bon, il y a encore cet après-midi et demain. Des ténors qui tombent à l'appel, des champions qui manquent à l'appel, la troisième et ultime étape de ce 59e rallye neige et glace, transformé en véritable piège de neige et de glace, aura été celle de tous les rebondissements. Les abondantes précipitations de la nuit et de la matinée avaient pourtant convié tout le monde à la prudence. Qu'à cela ne tienne, pas moins de 5 voitures classées hier dans le top 10 ont été contraintes à l'abandon dans les fameuses boucles du lac, tracées autour de Malbuisson et de Pontarlier, et principal ingrédient de l'explication finale de cette édition 2013, laissant aux outsiders le droit d'en découdre pour les 3 premières marches du podium. Datant à quelques mois près de l'année de création de ce 59e Neige et Glace, la Porsche Pré-A de 1954 des Belges Michel Clojean et Robert Rorif a fait forte impression tout au long des 3 jours du rallye. La plus vieille, la plus belle, mais aussi quasiment la plus efficace, puisque si au final l'équipage belge remporte haut la main la catégorie historique, elle termine également à la 2e place au classement final cumulé de l'épreuve. Le fait est assez rare pour le souligner, c'est bel et bien un équipage français qui se hisse sur la 3e marche du podium de ce rallye neige et glace. À bord de leur splendide Lancia, remise dans sa robe de compétition, Jean-Louis Royer et Dany Bonnefoy ont fait un excellent travail, malgré quelques petites erreurs, heureusement couvertes par les jokers mis en place par l'organisation. C'était mon 4e. L'organisation de Patrick et de tous ses collaborateurs et de Viviane, sa femme, est toujours excellente. Donc ça compte pour rien, mais on adore venir ici et je vois pas trop ce qu'on pourrait changer pour que ça aille mieux. On perd pas de temps, on n'attend pas, c'est que du bonheur. Moi non, je re-signe tout de suite pour l'année prochaine dans les mêmes conditions. Je fais 4-5 rallyes par an, dont parfois d'autres un peu à l'étranger, des rallyes d'une semaine ou quoi, en Corse ou en Sardaigne ou dans les Dolomites, ou voilà. Mais si je dois en faire qu'un, je pense que c'est celui-ci que je ferai. Au décompte final, c'est Daniel Reuter et Robert van der Vorst, Porsche 914-6, qui remportent ce 59e rallye neige et glace. Retour dans le salon Rétromobile à Paris, porte de Versailles, avec François Melcion, le directeur de l'expo. Alors parlez-nous un peu de cette édition et des particularités. Qu'est-ce que vous avez à l'affiche cette année ? Alors Rétromobile, cette année, 500 voitures exposées, un petit peu plus de 400 exposants. La particularité de Rétromobile d'abord, c'est que pratiquement tout ce qui est exposé ici est à vendre. Et ça, c'est vrai quelque chose. En fait, ici, c'est un salon de rêve, mais on peut passer du rêve à la réalité en sortant quelques billets. Alors, il y en a un petit peu pour tous les prix, il y en a pour tous les goûts, puisqu'on a des voitures à 10-15 000 euros et des voitures à plusieurs millions, donc on peut se faire plaisir selon ses moyens. Quelques moments phares, là par exemple on est devant la Bugatti et l'avion de Roland Garros, on a voulu rendre hommage à Roland Garros, 100 ans de la traversée de la Méditerranée et également sa voiture, donc on présente son avion et sa voiture personnelle. On a d'autres anniversaires, on a les 50 ans de la Porsche 911, Porsche 911, voiture mythique pour Porsche, qui a évolué au fur et à mesure des ans. Design incontournable, mais qui est bien présent. Voilà. Et en plus, on a ici
pour la première fois en France le proto de la 911 qui était né 901. de la 901, Voilà. oui, puisqu'ils ont été obligés de changer de nom, puisque Peugeot n'a pas voulu qu'on utilise le mot 901. Et la particularité de cette voiture, c'est qu'elle était née en 4 places, ce qui défigurait un petit peu la ligne de la voiture. Donc après, elle a été remodelée, elle est devenue ce que l'on connaît, avec toute l'évolution qu'elle a eue au travers des années. Autre anniversaire, les 30 ans de la 205. La 205, voiture qui a été très importante pour Peugeot. On en voit d'ailleurs même encore quelques fois dans la rue, mais c'est une voiture importante et on l'a déclinée sous forme de berline, de cabriolet, de petits coupés et même de voitures de course, puisque les 205 se sont illustrés beaucoup en course. La fameuse Turbo 16. Autre cinquantenaire, il y a l'Alpine naturellement. Il y a les 50 ans de l'Alpine, et les Alpines, il y en a un petit peu disséminés un petit peu partout dans le salon. Et puis dans le salon, en fait, c'est très difficile de résumer Rétromobile en quelques mots, mais vous avez des voitures de course. Il y a notamment, tout à l'heure, je suis passé devant la Jaguar Seal Cut, qui était la voiture qui a gagné les 24 heures du Mans en 90. En 88 et 90. Voilà. Ouais. Il y a à côté, d'ailleurs, sur le même stand, il y a une Van Vol à moteur arrière, qui est la seule Van Vol moteur arrière fabriquée. Elle est là, elle n'avait jamais été vue. On a également ces 2 Benz extraordinaires qui ont été retrouvés dans 2 musées différents. Et les 2 musées ont décidé conjointement de restaurer les voitures et de les présenter en première mondiale à Rétromobile, ce qui est un bel honneur pour nous. C'est vraiment un endroit exceptionnel avec, voilà, dans chaque recoin, comme vous le dites, il y en a pour tous les goûts. Est-ce que Rétromobile ne connaît pas la crise? Parce que quand on voit le monde qu'il y a et l'engouement que suscite la voiture ancienne, peut-on parler de phénomène? Alors, c'est vrai que Rétromobile ne connaît pas la crise, le marché de l'automobile ancienne ne connaît pas tellement la crise, mais je crois que c'est aussi un petit peu un exutoire. Vous savez, dans le milieu un petit peu morose dans lequel on est, venir se faire plaisir, venir rêver, venir se changer un petit peu du quotidien. Et puis on s'aperçoit que rouler en voiture ancienne, c'est pas complètement impossible, même maintenant. Et surtout, moi je dis toujours que rouler en voiture ancienne, d'abord on trouve des pièces détachées, il y a des marchands, il y a des gens qui savent les réparer. On a des lubrifiants qui sont meilleurs qu'à l'époque, donc maintenant on roule plus facilement. Et puis ça permet de redécouvrir un petit peu la façon de voyager comme on voyageait auparavant, c'est-à-dire reprendre des petites routes. On va s'apercevoir qu'il y a des belles auberges, qu'il y a des belles églises, des beaux châteaux. Et en plus, avec une voiture ancienne, vous avez toujours un accueil chaleureux de la population. Et ça change un petit peu de la phobie de l'automobile qu'on a un petit peu partout. C'est vrai, plaisir partagé, passion partagée, machine à remonter le temps en quelque sorte que ce salon Rétromobile. Merci François Melsion. Merci. Et puis nous on part après Neige et Glace où on a retrouvé quelques voitures dont on parlait et qui sont ici. Eh bien on part à une autre épreuve légendaire, notre rallye hivernal dans le plat pays, les légendes boucles de Spa. Les images des Legion boucles de Spa ne nous sont pas parvenues dans les délais nécessaires. Veuillez nous en excuser. C'est sous l'occupation allemande que Paul Berliet est désigné par son père, Marius Berliet, comme responsable des fonderies de l'entreprise juste après sa démobilisation en 1940. Il a alors 22 ans. Par la suite, Marius Berliet organise sa relève, la gestion des usines est confiée à ses 4 fils et Paul devient à 24 ans le directeur général. Dès la libération, toute l'économie a changé, plusieurs patrons sont emprisonnés. Écoutons un document de l'époque. Toujours à Lyon, la prison militaire du fort de Montluc, ensanglantée par la Gestapo, a changé de pensionnaire. On est pur et on arrête. Les prisonniers d'hier sont aujourd'hui devenus les gardiens de leurs geôliers. Les hommes de la Gestapo et les miliciens connaissent maintenant l'autre côté des portes de prison. Ici, on a mis à l'abri les grands personnages. L'ancien maire de Villeurbanne, Monsieur Vissot, fabricant de lampes, Monsieur le procureur de l'État français. À l'infirmerie, Monsieur Berliet des automobiles repose sur un matelas qui n'est peut-être pas pneumatique.
Paul Berlier et les membres de sa famille sont internés en prison, mais l'usine Berlier continue sous forme d'autogestion, sous la saisie de tous les biens de la famille. Nouvelle gestion où les ingénieurs, la maîtrise et les ouvriers travaillent côte à côte, une grande œuvre a été entreprise avec courage et avec joie. On répare tant bien que mal les ateliers éventrés. Les ouvriers sacrifient des samedis et des dimanches pour remettre en état locaux et machines. Le triomphe d'une idée hardie et peut-être d'une économie nouvelle est au bout de cet effort collectif. Il faut prouver que les travailleurs aiment leur travail quand ils peuvent l'aimer, quand ce travail est fait par eux, pour eux et pour le bien commun. La preuve est faite. Aujourd'hui, les usines Berliet sans Berliet sont remises en marche et tournent pour le pays en guerre. Il ne faut plus parler de l'expérience Berliet, car une expérience qui a réussi, cela ne s'appelle plus une expérience, cela s'appelle une réussite. Paul Berlier est libre le 18 janvier 1948, après 12 mois de détention qu'il a toujours contesté. La justice lève le séquestre des biens en juillet 1949. Après un premier redressement et de nombreux voyages, Berlier reste persuadé que les pays en voie d'ingérence représentent l'avenir économique. Il crée en 1957 des succursales dans le nord de l'Afrique, principalement en Algérie, et en 1970 avec d'importantes extensions, ce qu'on appelle de nos jours les délocalisations. Le 8 mars 1957, la Société africaine des automobiles Berliet était créée. Le 2 juin, le chantier est inauguré. Pendant la guerre d'Algérie, plusieurs de ses collaborateurs sont tués dans un attentat et Paul Berlier s'implique dans l'aide et le suivi matériel des familles locales. Dans cet immense hall, vous allez découvrir le plus gros camion du monde, conçu et fabriqué par Berlier, le T100, le 100 tonnes. Le voici. Ce géant est à l'échelle du monde moderne. Il sera entraîné par un moteur diesel de 600 chevaux à la conquête des pays neufs, des régions désertiques et sur les chantiers des grands travaux. Monsieur Paul Berlier, directeur général adjoint des automobiles Berlier, et Monsieur Thibaudan peuvent être fiers de leur œuvre. Notre visionnaire avait constaté que le matériel utilisé par les sociétés pétrolières était complètement dépassé. Rapide et ayant le sens de l'anticipation, il fait construire un engin hors norme en quelques 9 mois. Un autre véhicule sort des usines Berlier, même puissance, même capacité, mais avec des pneus spéciaux et surtout 10 tonnes de moins. Il est créé en 1971, mais n'aura pas le succès escompté en raison de la situation économique et politique entre la France et l'Algérie à cette époque. Le succès viendra par la suite avec le Gazelle. Ce camion sera vendu à 36 000 exemplaires à toutes les armées d'Afrique. Au départ, celui-ci devait être construit entre 150 et 200 unités pour les pétroliers. Ce succès représente la conquête de l'Afrique par Berlier. C'est lors de la seconde tentative d'expédition d'un convoi de 9 gazelles, accompagné de scientifiques, que seront découverts des vestiges néolithiques dans le désert. Cela provoque un grand retentissement. Autour d'une tombe pré-islamique, les scientifiques sont émus. Une pierre pas comme les autres vient de jeter le trouble général. Le Pebble Tool, outil galet de l'ouvrier néolithique, vient d'être reconnu.
C'est aussi le monde du cinéma qui s'empare du désert et des camions Berliet. En 1964, un film est projeté avec ces mêmes véhicules et aussi grâce aux acteurs du moment, les usines en tireront une grande publicité. C'est grâce à son centre d'études et de recherche que l'entreprise Berliet remporte des succès de fabrication. La société emploie alors 14 500 salariés et produit près de 1200 véhicules par mois. En 1964, Paul Berliet crée de nouveaux sites comme celui de Bourg-en-Bresse. Il rapproche ainsi la main-d'œuvre locale du lieu de travail. Ce lieu sera repris par la suite par Renault Trucks. La Chine aussi s'intéresse aux camions Berliet et les autorités chinoises seront invitées en France et des contrats seront signés. « 35 ingénieurs viendront dans les usines françaises afin de se former et par la suite, la Chine construira plus de 30 000 véhicules dans leur usine de Shanghai. L'industriel français a rencontré un grand nombre de personnalités de notre époque contemporaine et ils sont tous passés par Vénissieux, comme le premier secrétaire de Pologne pour l'achat de licences d'autobus Berliet ou encore le commandant Fidel Castro de Cuba. Itinéraire d'un modeste géant, rendons hommage à cet ancien industriel de l'automobile, grand constructeur de camions et grand mécène. L'atelier que vous venez de visiter représente une somme de travail considérable de la part à la fois de nos coopérants et de nos techniciens qui depuis plus de 6 mois réalisent au travers de difficultés considérables dues à l'éloignement le premier atelier capable d'intervenir sur tous les organes des 2500 camions Berliet qui travaillent dans cette île. Officier de la Légion d'honneur en 1975 et commandeur des arts et des lettres en 1982. Formidable succès populaire une fois encore pour ces légendes boucles de Spa, comme quoi eh bien, le sport automobile historique, la course à l'ancienne, c'est vraiment dans l'air du temps. On en a la preuve ici dans ce salon Rétromobile à Paris qui a également rencontré un énorme succès avec des voitures d'exception. Par exemple ici, la Matra 670, celle de Henri Pescarolo et Graham Hill, victorieuse aux 24 heures du Mans en 1972. Eh bien, des morceaux d'histoire, des pages d'histoire comme celle-là, il y en a plein les allées ici au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Rendez-vous l'année prochaine dans ce salon Rétromobile, comme d'habitude, début février. Et puis rendez-vous en ce qui nous concerne le mois prochain pour Voitures de légende, également pour revoir les anciennes émissions si vous le souhaitez, comme d'habitude sur notre site internet www.voituresdelegende.com. À la prochaine. Voitures de légende, en collaboration avec Eberhard, les montres aux 4 compteurs. Et avec Bardal, les produits de haute performance mécanique.